Salut tout le monde et bienvenue dans ma caverne. Je suis le baroudeur ludique et aujourd'hui on va parler du jeu de rôle Stalker. Ce que j'adore avec ce genre de couverture, c'est que t'as même pas encore commencé à lire que t'es déjà un peu dedans. Stalker, le dernier né des éditions de la Loutre Rôliste. Alors la Loutre Rôliste, pour ceux qui auraient oublié, c'est quand même l'éditeur qui nous a lancé sur le marché des jeux comme Black Sad, les petits détectives de monstres, des systèmes comme Ethos ou encore Dream Raiders. Et aujourd'hui, ils viennent de réussir haut la main un Ulule concernant les portes d'Ishtar. Bonne chance à eux dans ce nouveau projet. Mais ici, nous allons parler de notre nouveau bébé Stalker. Alors, Stalker, d'entrée de jeu, l'objet est déjà plutôt classe. On est face à un bouquin en cartonné, solide. À chaque fois, on a envie de frapper dessus quand on fait ces trucs-là. C'est bizarre, mais c'est du solide vraiment, qui est de la taille classique, donc ça ne jurera pas dans votre collection de jeux de rôle, c'est un truc à peu près à 4 quoi. J'ai envie de m'arrêter 2 secondes quand même sur cette couverture que je trouve très jolie. Déjà de base, elle a la taille d'une tête humaine. Ça c'est déjà un peu troublant, puisque c'est ce qu'on va jouer, donc mon alter ego quand je vais jouer un Stalker est là, quoi, juste à côté de moi. Et déjà de détail, on peut avoir quelques informations sur ce qui risque de se passer. Donc on est face à un masque à gaz avec des lunettes de protection. Donc là on se demande mais quoi, c'est en rapport avec une pandémie, un accident nucléaire ou quelque chose. Et puis notre regard est attiré vers le haut et là on voit dans les lunettes, dans le reflet des lunettes, des bâtiments qui penchent, des éclairs, des explosions, des nuages, un ciel noir et inquiétant, une vision d'apocalypse. Et peu à peu, on a notre regard qui est attiré vers la droite, et là je me rends compte que tout simplement le stalker auquel je m'identifiais a pris une balle visiblement d'un sniper, à moins que ce soit un projectile, un clou, je ne sais pas très bien. Du sang dégouline, c'est du sang bien gluant là. On voit des éclats là, qu'est-ce que c'est ? C'est de la pluie, c'est de la cendre. Enfin voilà, ça nous raconte déjà, c'est déjà tout un univers en soi, rien qu'au premier regard. Alors c'est noir, on est dans du sombre. Moi ça me plaît beaucoup. C'est le travail de Tania Sanchez Fortin qui a fait vraiment du très bon travail dans ce livre. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a des illustrations qui sont très belles, d'autres qui me plaisent un peu moins, qui sont un peu plus simplistes, mais au-delà d'avoir du talent, il y a une bonne lecture de ce que c'est qu'un jeu. C'est-à-dire que tout ce qui a été illustré dedans rapporte bien, rebondit bien sur le jeu et donne une identité à celui-ci. Et je suis persuadé que le temps passant, les illustrateurs et illustratrices vont être plus mis en avant, un peu comme les auteurs de jeux de jeux de société qui à l'époque n'apparaissaient même pas sur la couverture de leur boîte. Je pense que on ne se rend pas encore très bien compte de l'importance de l'illustration dans le monde ludique, en tout cas au niveau du public.
Tout simplement pourquoi? Parce que certaines illustrations donnent une telle personnalité à un jeu que elles vont vraiment le définir, elles vont se permettre de rebondir dessus et de vraiment s'identifier à celui-ci, et ça c'est vraiment important pour moi, tout comme une bonne idée peut être gâchée par des illustrations qui ne collent pas, ou des dessins qui sont quand même plutôt burk, alors que l'idée en elle-même est peut-être pleine de poésie et de très belles choses, mais que on fait des bonhommes en allumettes. Ici c'est pas le cas, c'est pas des bons hommes en allumettes, on a vraiment des très très belles choses, et ça a dû être un travail de cinglé, parce que je pense que c'est la seule illustratrice sur le bouquin, si j'ai bien suivi. Attendez, je vais vérifier tout de suite avant sinon je vais me faire flammer quoi. Non, il y a Tania Sanchez Fortin, Grand Félure Timonco, Lehmann Écran 77, voilà. Voilà. En tout cas, j'ai retenu principalement Fortin parce que je pense que c'est celle qui a le plus illustré le livre. En tout cas, la couverture, je suis sûr que c'est d'elle. Au niveau de l'objet, attardons-nous encore dessus, on est dans les 250 pages là, hein. Donc c'est quelque chose d'assez classique au niveau du nombre, mais c'est tout à fait suffisant pour faire quelque chose de très bien. On n'est pas dans la surdose d'informations, et on n'est pas dans le goût de trop peu. Avec ça, vous pouvez lire relativement rapidement. En plus, la maquette de Charlotte Desnouveaux, c'est clair, hein, c'est fluide, le livre est bien illustré, il y a des espaces où il faut. La police d'écriture est d'une bonne taille, puisque je peux tout à fait le lire sans mes lunettes, et c'est plutôt agréable, parce que j'ai parfois eu de mauvaises surprises sur d'autres jeux. Et voilà, on est face à du papier glacé de qualité, hein, pas du papier glacé qui se déchire facilement, non, un truc qu'on peut manipuler. Il n'oublie pas que c'est un jeu de rôle et non seulement une œuvre littéraire, mais c'est aussi un jeu. Et c'est principalement un jeu, et donc une boîte à outils, donc quelque chose qu'on peut un petit peu manipuler, hein, et qui est relativement solide. Donc voilà, déjà d'entrée de jeu, c'est plutôt pas mal. Après, au niveau de l'histoire de Stalker, le Stalker, ça vient pas de n'importe où, hein. C'est un jeu de rôle qui est d'abord un jeu finnois, puis qui a connu une traduction anglaise pour enfin arriver à cette traduction-ci, la traduction de la loutre rôliste, cette traduction française. Donc l'auteur à la base c'est Ville Vuorela, qui est pas n'importe qui non plus au niveau du monde du jeu, quoi. C'est l'éditeur de Burger Games, qui éditait d'ailleurs l'édition précédente. Il a travaillé dans le jeu vidéo, c'est un game designer, rôliste confirmé. Donc voilà, on n'est pas face à n'importe qui là-dedans, et c'était aussi lui qui a choisi donc le système Flow, qui est un système 100D qui va motoriser donc ce jeu-ci. Après, ça se base sur une œuvre littéraire de Boris et Arkadia Strugatsky, qui sont tout simplement des génies de la science-fiction russe, qu'on ne connaît que très peu par ici. Moi, je dois vous avouer que je ne connaissais pas. Je me rends compte que c'est beaucoup plutôt les œuvres anglophones et françaises que je connais, comme la plupart d'entre nous, je pense. Et visiblement, là-bas, ce sont des incontournables, hein. Donc voilà, à découvrir. Promenade, pique-nique au bord du chemin. Toujours promenade, je sais pas pourquoi. Pique-nique au bord du chemin, roadside picnic, de Arkadia et Boris Strugatsky, si vous voulez remonter aux sources de Stalker. Mais alors quoi, ça parle de quoi Stalker? Parce que là je vous dis que ça a du succès, que c'est très bien, tout ça, oui il y a des masques, il y a des belles illustrations, mais c'est quoi le thème? Il y a exactement 13 ans, parce que c'est très bien, ça s'est bien pensé, le jeu
se basera sur notre présent. Au moment où vous allez démarrer la partie, eh bien, ça s'est passé il y a 13 ans à partir de cette date-ci. Donc on va pouvoir inclure dans le jeu notre background de la vie de tous les jours. Et croyez-moi qu'avec tout ce qui se passe actuellement, le monde de Stalker était déjà pas très fun. Ici, il y a vraiment du potentiel pour qu'on ait du drama bien puissant, quoi, hein, et des difficultés en plus pour les personnages. Mais bon, soit, revenons-y. Donc je disais, il y a 13 ans, sont passés comme des espèces de crise dans le ciel, une atmosphère boréale, des couleurs sont apparues dans différents lieux sur la planète, dans 6 zones précises. Une en Chine, une en Russie, une au Japon, une en France, une au Canada et une aux États-Unis. Les communications ont été coupées. Il y a eu des drôles de manifestations électriques. On a vu des gens qui commençaient à fuir. Il y a eu des détonations, des bâtiments qui se sont écroulés. L'armée n'a pas compris rien du tout à ce qui se passait. Les informations non plus. Ils ont été complètement dépassés. Mais les gens qui ressortaient de là étaient soit terrifiés, et ce qu'ils racontaient était vraiment effrayant. Donc nous avions 6 poches de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre de régions qui étaient visiblement en proie à des transformations physiques, métaphysiques même, et des troubles de très grande envergure. On a signalé même également que ces lieux avaient été, on avait pu voir sur les radars ça avait été percuté par des choses venant d'espace, et on en a déduit que c'était une visite extraterrestre qui s'est déroulée sur place. Alors évidemment, ça a été la panique, on a envoyé l'armée, on a envoyé des avions, des tanks, des troupes pour voir un peu c'était quoi le bordel qui se passait là-bas et essayer de résoudre le problème, puisqu'il fallait aussi aider les gens sur place, parce qu'on envoyait des immeubles qui s'écroulaient, il y avait des lumières étranges, du feu, enfin voilà, c'était vraiment le bordel. Les armées y sont allées, et ça a été un échec complet, ils sont pas revenus. Voilà. Coupés du monde, des réfugiés totalement terrorisés, et l'armée qui sait rien faire. Voilà, on se demande un peu ce qui se passe. Mais c'était il y a 13 ans, donc on a su avoir un peu de recul depuis. Et ce recul a permis de se rendre compte qu'il se passait des choses vraiment pas nettes dans ce qu'on appelle les zones. Donc ce sont ces lieux qui ont été visités. Donc, puisque là on a commencé à voir des anomalies qui se troublent, qui se perpétuaient, quoi, qui se développaient sur place. Ça pouvait être des phénomènes physiques étranges, comme des boules d'électricité qui tout à coup se déplaçaient, des nuages de gaz qui font se dissoudre tout ce qui touche, comme des choses un peu plus métaphysiques, comme des bâtiments qui, même 13 ans plus tard, continuent de brûler, des personnes qui croient avoir vu des fantômes, ou alors comme des créatures mutantes, peut-être, qui semblent reproduire la vie d'avant sur place, un peu comme des marionnettes étranges, et des gaz toxiques, la nature qui se déchaîne. Il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'insectes, sauf peut-être dans certaines oasis où là où les témoins, les rares témoins qui ont pu les voir, disent qu'il existe encore quelques animaux, mais qui ont l'air des animaux à 2 têtes, des lièvres par exemple qui ont perdu leurs oreilles et ce genre de choses. On est face à un monde qui est devenu complètement déglingué. Et chaque zone a ses petites particularités. Par exemple, au Japon, on voit des scènes de la vie passée qui se déroulent devant les yeux des gens. Et si jamais on est touché par une des personnes la légende dit que si on est touché par une des personnes qui chemine sur ce chemin passé, on peut être carrément dissous. On voit aussi au Japon que l'alternance jour-nuit est complètement perturbée, et qu'on voit même des poches de jour qui fréquentent des poches de nuit. Enfin, même ce rythme-là est complètement déréglé.
Les zones font quelques dizaines de kilomètres de diamètre et pourtant elles paraissent plus grandes ou plus petites parfois. Il y a des objets qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. D'ailleurs, en parlant d'objets, il y a, et c'est ça qui va attirer nos stalkers également, des artefacts qui sont apparus. Parce que qui dit visiteur dit qu'ils ont peut-être laissé des trucs derrière. Et visiblement, on semble trouver des objets un peu partout dans la zone. Ils sont souvent disposés à des endroits un peu étranges d'ailleurs, puisque c'est souvent aux endroits les plus dangereux. Parce qu'il faut savoir qu'aller dans la zone, c'est juste mortel. C'est vraiment mortel. Les centaines de tanks, les centaines de militaires que vous pouvez trouver, de cadavres que vous pouvez voir, les cimetières de bagnoles et les villages atomisés en témoignent. C'est un lieu devenu complètement fou. Complètement fou. Donc, les zones, on ne veut plus en entendre parler. Ça a été un traumatisme, on ne sait pas comment le gérer, et les États préfèrent garder ça à distance. De fait, ils ont fait appel aux Nations Unies, et donc à ce qu'on appelle l'Institut, qui est quelque chose plutôt du domaine du privé, bien que ce soit international, on ne sait pas très bien, mais ils font des expériences pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et également voir s'il y a quelque chose à retirer un peu de ces artefacts et de ces monuments aussi qui sont apparus, qui sont une espèce de méga artefacts qui perturbent des zones entières. Voilà. Et donc ça, ce sont des scientifiques qui vérifient un peu ce qui se passe et qui se sont installés dans ce qu'on appelle l'avant-zone. Alors, vous avez la zone, donc ça c'est vraiment l'endroit où on ne sait plus aller, et l'avant-zone, c'est la frontière un peu, c'est la zone frontière entre le territoire complètement chaotique et la civilisation. C'est un peu une zone tampon comme ça, où vous avez pour la plupart des réfugiés, parce que tous ces gens-là qui vivaient dans la zone et qui ont été traumatisés par ce qui s'est passé, il a bien fallu qu'ils aillent quelque part, et ils perdaient tout du jour au lendemain, il faut le savoir. Et ces gens-là vivent dans des conditions assez misérables, puisque déjà on essaye de les oublier, et ensuite il semblerait que la zone ait eu des influences sur eux, que ce soit autant au niveau de leur mental que de leur physique. Ainsi, des mutations ont commencé à apparaître, des capacités un peu étranges chez certaines personnes, parfois des pouvoirs qu'on pourrait plutôt assimiler à des malédictions. Vous imaginez ? Partout où vous passez, vous portez la poisse aux gens et les gens meurent, par exemple. Ce serait dur à vivre. Il vaut peut-être mieux rester dans l'avant-zone où il ne plus fréquenter personne dans ces cas-là. Ces zones-là également, puisqu'elles sont un peu abandonnées par les États, sont des zones où se sont développés le crime. Ben oui, il n'y a pas de meilleur lieu pour se planquer, il n'y a pas de meilleur lieu pour faire du marché noir. Et c'est là que vos stalkers vont pouvoir, vos explorateurs, vont pouvoir s'épanouir et un peu remplir leur contrat. Parce que vos stalkers, ça c'est ce que vous avez joué, ce sont un peu des explorateurs, des gens qui vont dans la zone et qui vont en revenir pour aller chercher des artefacts ou autre chose. Alors, en général, ils doivent essayer d'échapper à l'Institut, parce que l'Institut, il surveille. Son rôle, c'est pas non seulement de choper des trucs dans la zone et d'essayer de comprendre, c'est aussi de surveiller cette avant-zone et de voir s'il n'y a rien qui va débarquer chez nous, parce que si du jour au lendemain on commence à voir une espèce de vapeur toxique avec des espèces de créatures qu'on voit en arrière, des silhouettes de créatures en arrière, et qu'on voit que ça commence à passer l'avant zone, j'aime autant vous dire que le monde va trembler. Mais il y a d'autres choses un peu plus sombres que font les membres de l'Institut, dit-on. Il y a des recherches en xénologie, on cherche sur tout ce qui est extraterrestre. Mais pour ça, parfois, il faut que les gens donnent un peu de leur corps, et on nous dit, et que ça reste entre nous, que certains réfugiés viennent à disparaître, que certains réfugiés sont parfois revenus dans de drôles d'états de l'Institut. Mais chut, il faut que ça reste entre nous. Peut-être qu'ils nous écoutent, peut-être qu'ils ont mis des caméras, peut-être qu'ils ont mis des micros ici. Et moi, j'ai pas envie de terminer sur une table de l'Institut. Jamais, jamais, soyons clairs. Bien que l'Institut n'aiment pas les stalkers, puisqu'ils sont en train de voler des trucs. Alors, ça peut être pour des particuliers, ça peut être pour des États, ça peut être pour des entreprises, mais parfois il arrive que les stalkers travaillent aussi pour l'Institut, en secret, n'est-ce pas? Donc, on pourrait dire que les stalkers sont vos personnages, donc des espèces de mercenaires, quoi, en fait. Ce qui vous laisse quand même une grande liberté au niveau de la moralité, et ça c'est très intéressant.
Attaquons-nous à présent à ce chapitre incontournable de tout bon jeu de rôle, à savoir la création de personnages. Et plutôt ici, la création de vos stalkers. C'est une création ici qui est assez intéressante dans le sens où elle est à la fois simple et dense. Je m'explique. Déjà, de base, un stalker, c'est pas facile de le mettre dans une case hyper cadrée. On a des stalkers qui peuvent venir de l'avant-zone, qui ont vécu peut-être dans la misère, et qui ont été attirés par la zone tout simplement parce que quand ils étaient adolescents, ils voyaient au loin, là-bas, ces lumières étranges, ces bruits, ces rumeurs qui les ont attirés à vouloir franchir le pas, franchir la frontière et découvrir ce qui se passait de l'autre côté, tout comme on peut être, par exemple, un explorateur tel un Mike Horn qui décide de partir à l'aventure avec son matériel, son expérience et qui, lui, fait ça un peu pour le shoot d'adrénaline, ou encore, on peut être un mafieux, par exemple un yakuza, qui va se rendre dans la zone parce que, soi-disant, il y aurait des herbes aux vertus étranges et qui pourraient plaire au yakuza local. Chaque stalker a sa propre raison de se retrouver là-dedans. Maintenant, un stalker, ça travaille en équipe. Si vous y allez tout seul, à moins d'être un vieux loup solitaire qui a déjà beaucoup baroudé, vous risquez de juste terminer comme une mare de vomi, une flaque de vomi au pied de l'avant-zone, quoi. Et faut reconnaître, c'est pas très bon pour l'estime de soi. De fait, la première chose que vous allez faire, c'est d'essayer de choisir un rôle dans l'équipe. Un rôle, ça va pas définir tout votre personnage, mais au moins ça donne une orientation à ce que vous allez faire et ce que vous allez choisir au niveau de vos capacités et de vos attributs. Je me saisis de mon bel ouvrage et là je vais lire les rôles que vous pouvez tenir. Parce que là, ce sont des mots un peu particuliers et comme je viens juste de me mettre à stalker, ce serait dommage que je me trompe dans les termes. Donc, vous allez pouvoir choisir entre le Grutschik, j'ai envie de le prononcer comme ça et je l'assume. Grutschik, c'est un docker, c'est-à-dire qu'en gros, lui, il va se charger de l'intendance. Et oui, quand on part à l'aventure, il faut pas qu'on caille, il faut qu'on ait à bouffer, il faut qu'on ait une tente, il faut qu'on ait de quoi s'abriter, il faut qu'on ait de quoi se soigner en cas de problème, etc., etc. C'est lui qui va penser à ça. Il faudrait des armes et tout, bon, il va gérer ça. On a le Kostolom, le broyeur d'os. Le broyeur d'os, en fait, on pourrait dire que c'est le médic de l'équipe, sauf que lui, il travaille avec ce qu'il a sur le chemin, quoi. Voilà, il a quelques bandages, il a de quoi faire des garrots, des compresses, mais là on est dans la zone, quoi. On n'est pas à l'hôpital. De fait, on ne dispose pas toujours de tout ce qu'il faut. C'est un médecin d'urgence, en fait. On a le Mozg. Le Mozg, c'est le cerveau. Bon, ça c'est un peu Hannibal dans l'agence touriste, quoi. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, c'est lui, ce sera le chef, ce sera le leader, il a les idées et il pourra emmener l'équipe loin. On a le Norka, c'est le vison. Alors qu'est-ce que c'est le vison? En gros, c'est votre Aragorn, quoi. Donc lui, il s'est trouvé une route, des empreintes, des trucs comme ça. Il s'est s'y retrouver dans la nature, même si elle a été perturbée par des choses étranges. Nous avons le Otskarik. C'est pas toujours facile, mais Otskarik. Bon, faut se le mettre en bouche. Lui, on pourrait l'appeler lunette ou quatre yeux. Alors, c'est plutôt le génie bricoleur qui, lui, va pouvoir analyser les artefacts un peu qu'on va trouver. Parce que, certes, les extraterrestres ont laissé des choses derrière eux, mais il faut encore comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi cette bille qui lévite? Ou alors, cet objet qui, dès qu'on le touche, il pèse 2 tonnes. Bon, voilà, c'est le petit savant de l'équipe. On a le robot, ou, ça va vous surprendre, robot, qui lui, c'est le type qui désingue tout, quoi. Donc, le garde, celui qui est là pour assurer la défense du groupe. On a le Vodila, c'est le chauffeur, donc pour peu que les véhicules puissent encore fonctionner,
Il charge un peu de conduire des voitures dans l'avant-zone et de fabriquer des objets dans la zone, quoi, les brancards, les outils, les béquilles, etc. Et on a le dernier, le Smedja, qu'on pourrait appeler le serpent. Alors lui, c'est plutôt le Yamakasi, hein, l'athlète de l'extrême qui est capable de sauter d'une fenêtre à l'autre et prendre des risques, notamment dans des zones piégées. Et voilà. Donc, à partir de là, ça vous donne déjà une orientation. Et alors idéalement, il faut que chacun prenne une orientation différente pour que votre groupe ait un intérêt de travailler ensemble, hein, pour que ce soit complémentaire. Donc, de là, vous pouvez aussi en déduire qu'il est mieux d'avoir un groupe de joueurs quand même un petit peu gros. Je pense que ça dépend toujours du scénario, mais un bon 4 joueurs, c'est pas mal, avec éventuellement un figurant ou deux ramené par le meneur. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Une fois qu'on a choisi ça, on va passer à, tout simplement, on va réfléchir à l'histoire de son personnage, et là-dessus, on va rebondir sur les capacités qui vont avec. Alors, ces capacités, donc comme je vous ai dit, c'est basé sur son expérience. Si tu as fait des études d'avocat, tu pourras mettre dans tes capacités que tu es un avocat. Donc tu as des connaissances en droit, tu as des connaissances par exemple en recherche si tu vas à la bibliothèque, etc. Et pour cela, on va distribuer 10 points. Chaque capacité représente une période de votre vie, un investissement certain de votre temps et de votre énergie dans cette compétence que vous aurez acquis. Ça peut être aussi, c'est pas forcément une compétence, faut pas le comprendre que dans ce sens-là. Ça peut être par exemple comme capacité enfant battu. Ça peut être une caractéristique de son expérience. Alors je m'explique par enfant battu. Ça pourrait dire, par exemple, que votre personnage, maintenant qu'il est devenu adulte et tout, il sait encaisser les chocs. Il sait encaisser les chocs psychologiques. Il sait repérer un pervers à distance. Il a des notions un peu de psychologie, mais de terrain, en fait, pour comment désamorcer, par exemple, un alcoolique agressif ou ce genre de choses. Comme il pourrait avoir des petites idées pour faire parler quelqu'un et le torturer, par exemple, de par son vécu. Voilà. Ce sont des périodes qui les ont marquées, quoi, des expériences de vie qui les ont marquées profondément. Alors, il propose, mais ça peut être, on peut distribuer les points autrement, mais je trouve que la proposition du livre ici est très très bien, de distribuer 3 points dans l'enfance, donc 3 capacités acquises dans l'enfance, 3 capacités acquises dans l'adolescence plus l'éducation, 3 capacités dans la période adulte et en rapport avec votre carrière, et puis ensuite une capacité qui a un rapport avec votre passe-temps et vos talents. Par exemple, Stalker pourrait tout à fait être un rôliste, par exemple, hein, et avoir, par exemple, des petits avantages s'il se retrouve face à une énigme ou un piège ou des créatures un peu bizarres, ou une certaine ouverture d'esprit, ou une bonne connaissance de la culture populaire. On a toujours des avantages avec ça. Voilà. Une fois que vous avez ces 10 compétences, on va, pour chacune de ces compétences, leur choisir un désavantage. Oui, on n'est pas aidé dans Stalker. Un désavantage, ce n'est pas forcément un traumatisme profond ou un accident extrêmement grave ou ce genre de choses. Hein. C'est par exemple qu'on peut avoir eu des emmerdes avec un collègue qui nous en veut toujours et qui nous met des bâtons dans les roues. Ça peut être, si on a été un athlète, une blessure, une vieille blessure qui se réveille de temps en temps. C'est pas quelque chose qui est censé nous handicaper complètement, mais de temps en temps ça se réveille. De temps en temps, et bien justement, ou alors le personnage a fait un burn-out parce qu'on l'a harcelé à son travail et il supporte moins qu'on lui donne des ordres. Ce genre de choses. Ça va apporter plus de... Déjà dans la création, on voit qu'on a quelque chose de réaliste, de mature au niveau du perso. Ici, on a une recherche quand même vraiment de personnages qui ont un peu de vécu. Et si on joue le jeu, il y a moyen d'avoir des interactions vraiment intéressantes à partir de là. Évidemment, quand on parle de réalisme et quand on parle de maturité en jeu de rôle, c'est toujours un peu sujet à débat. Mais
pour prendre l'exemple de ce que je veux dire là-dessus, c'est le réalisme. Oui, ça fait mal de prendre un coup. Oui, si tu prends un coup de lame dans le ventre, tu vas vraiment pas être bien et il va falloir des soins. Oui, encore, si tu pars dans la zone avec un ami et que tu le vois se faire réduire en cendres, il y a quand même des chances que tu aies un tout petit choc et que ton premier réflexe ne soit pas de ramasser ses affaires en te disant super, il restera une bière en plus pour ce soir. À moins d'être un psychopathe. Mais a priori, c'est pas forcément le cas de tous les stalkers. Et quand je parle de jeux adultes, je pense que ce sera plus facile à aborder pour des gens qui ont... les personnages de Stalker seront plus faciles à aborder pour des gens qui ont peut-être déjà un petit background et une certaine maturité. Quand je dis background, mais quand on a vécu déjà des décès, quand on a vécu le monde du travail avec ses joies et ses moments désagréables, quand on a perdu des proches, quand on a traversé des choses dures de la vie, et ça vient avec le temps, eh bien, il y a sûrement, dans le jeu, il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus fin et subtil que simplement, moi je suis le bastonneur du groupe, moi j'en ai rien à foutre de lui, j'ai pas peur de ci, j'ai pas peur de là. Après, c'est pas des catégories d'âge ça, il y a des gens très jeunes, des ados qui ont plus de maturité que certains mecs de 50 balais, et voilà, donc encore une fois, c'est pas pour classer des types de joueurs dans des cases, hein, parce qu'aujourd'hui on doit prendre beaucoup de précautions dans la façon dont on parle sur YouTube, mais voilà, il y a une volonté d'aller vers quelque chose d'assez mature, quoi, en fait. Et pour moi, c'est nécessaire dans un jeu d'horreur, d'épouvante, où on prend des risques. S'il n'y a pas ça, et que votre joueur traverse la zone en sifflotant et en n'en ayant rien à foutre de ce qui se passe devant lui, c'est foiré. C'est foiré. Même si vous le zigouillez une personne, un membre du groupe, il n'en a rien à foutre. Jouons à autre chose, il n'y a pas de problème, on a le droit. Mais voilà, je pense que ces désavantages-là vont permettre de créer des personnages qui ont un peu de chair et un peu d'âme et un peu d'empathie. Voilà, tout simplement. Les épreuves qu'on a dans la vie, en général, augmentent votre empathie. Tout ça pour en revenir au fait qu'une fois qu'on a déterminé c'est des avantages, on passe ensuite aux attributs. Et les attributs, en gros, qu'est-ce que c'est ? Là, je vous envoie tout de suite la fiche de personnage, ce sera plus simple. Les attributs, ça correspond un peu aux caractéristiques, des fameuses caractéristiques qu'on trouve dans tous les autres jeux de rôle. Donc ici, il y aura le physique, la perception, l'intellect, la volonté, le charisme, l'éducation, la technique et la zone. Bon, je vous fais pas l'injure de vous expliquer ce que c'est que le physique ou l'intellect, hein. C'est toujours la même chose qui revient. Donc en gros, c'est des caractéristiques chiffrées de caractéristiques internes, quoi, propres à chaque individu. Il y a peut-être juste la caractéristique zone qui mesure un peu votre connaissance de la zone à force d'y aller et à force d'y avoir vécu des choses et peut-être d'avoir été marqué par elle. Vous avez également sur le truc de la fiche pseudo, nom, le nom de votre équipe, votre rôle, votre réputation, hein, parce que l'air de rien, les stalkers qui reviennent plusieurs fois de la zone, il commence à se tailler une sérieuse réputation. Description du personnage, les contacts, c'est important, puisque c'est un peu comme je disais dans les jeux à la Shadowrun, on passe par des intermédiaires pour avoir des missions, il y a des traîtres, et il y a aussi des gens qui sont fidèles et utiles. L'équipement et les ressources, et les blessures. Alors, et de l'autre côté, on a de quoi prendre des notes, hein, les historiques et les désavantages. Donc on voit, c'est quand même une fiche assez simple, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est dense. C'est dense parce que à partir de ce peu de choses, quelque part, on peut créer des personnages qui ont vraiment un sacré background, quoi, qui en jette, quoi. Les attributs vont être déterminés à partir de nos capacités. C'est assez amusant parce que d'habitude on fait plutôt les caractéristiques et puis on va commencer à s'intéresser aux compétences et les caractéristiques vont avoir une influence sur les compétences en donnant un bonus ou un malus. C'est
souvent, je vois ça assez régulièrement. Ici, non. Ici, on va compter le nombre de capacités qui sont associées à votre attribut. Exemple, j'ai mis dans le background de mon personnage que je suis un athlète. Quand j'étais adolescent, je me suis entraîné en athlétisme pendant des années, j'ai fait de la course, etc. Et donc ça pourrait avoir un rapport avec ma caractéristique de physique. J'ai également été scout dans mon enfance, et donc j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup crapahuté, j'ai fait des randonnées, tout ça, ce qui fait que j'ai déjà une deuxième compétence là-dessus. Et puis après, je suis devenu flic, mais plutôt dans la section CRS où on cognait. Donc on peut dire qu'en physique, ça pourrait rentrer aussi dans la caractéristique physique. Donc là, j'aurais 3 points. Pour le reste, mon personnage a fait d'autres choses, il aime la peinture, il fait ci, il fait là. Bon, ça on s'en fout. Ce que je veux dire ici, c'est que là, ça nous ferait 3 points. Ces 3 points-là, on les rapporte dans un tableau, qui est de... si je regarde sur le plateau, donc 3 points de capacité, ça correspondrait à 2 points d'attribut. 2 points d'attribut. Et donc, de fait, de par le parcours du personnage, on a nos caractéristiques qui apparaissent. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir des personnages qui sont cohérents. Une fois que vous avez fait tout ça, il ne vous reste plus qu'à vous intéresser aux possessions de votre stalker. En général, il a un appartement, une petite maison, une cachette, un peu de matériel et de l'argent qui dépend de son niveau d'éducation, un peu de son passé, de ce qu'il a fait. Il y a un tableau récapitulatif pour ça dans le livre qui est très bien fait et qui vous donnera votre niveau de fortune de départ. On règle après quelques petits détails avec le meneur et on se pose les questions qui nous semblent nécessaires, que ce soit tant par rapport au scénario, parce que c'est sûr qu'on n'a pas forcément choisi les mêmes personnages si on vous a annoncé qu'on va partir dans une mission avec de la boue jusqu'au-dessus des cuisses, ou si on est plutôt dans quelque chose un peu plus enquête, infiltration. Après ça, il y a un chapitre assez intéressant, même très intéressant, parce qu'il va vous donner les bases en tant que meneur du déroulé d'une aventure de Stalker, à savoir ce qui se passe avant, pendant et après la mission. C'est très instructif, nécessaire même pour pouvoir scripter un petit peu votre scénario. Et on aborde après cela le truc qui va faire un petit peu polémique, le système de jeu qui est un système sans dés. Alors, je sais, il peut y avoir des levées de bouclier, et quelque part là j'ai envie de saluer d'autant plus le choix d'avoir assumé ce système-là. Oui, c'est un bon système sans dés, et oui encore, je trouve que c'était probablement le choix le plus approprié pour ce jeu, bien que, pour ceux qui hésiteraient encore à partir, la loutre rôliste a ajouté un système avec dés pour ceux qui seraient vraiment totalement allergiques à ça et qui donc pourraient passer à côté de l'expérience Stalker à cause de ça. C'est un système avec seuil de difficulté, avec un dé 10, et vous pourrez utiliser toute votre panoplie de dés dedans. C'est relativement classique et ça fait écho à tout ce qu'on va dire ici avec le système Flow. Mais, moi je reste pour l'instant intéressé principalement par le système Flow, et je pense que c'est ce que je vais utiliser, et je ne sais même pas, je pense, j'en suis certain, c'est ce que je vais utiliser pour l'actual play, le petit moment pub que nous ferons autour de Stalker dans les prochains épisodes de la chaîne. Alors, le système Flow, déjà ça prend pas beaucoup de place. En gros, vous avez 22 pages où on prend bien le temps de vous expliquer les choses, et si vous devez découper ça, ça prend beaucoup moins de place. Donc, en gros, il y a moyen de l'expliquer relativement rapidement. Petit rappel également, concernant ce système, et même tous les jeux de rôle en général, déjà, quand on doit faire quelque chose, quand il y a un défi, une épreuve à relever, une compétence, donc un jet de compétence, on dirait habituellement avec les dés, on ne fait pas ça, on ne fait ça que quand il y a un vrai défi, une réelle raison de le faire. Par exemple,
si tu sais conduire une voiture et que tu dois la garer, on va pas faire un jet de dés pour ça, ni pour la démarrer, ni ton chevalier s'il doit tabasser un paysan qui est handicapé d'une jambe et qui ne s'est jamais battu de sa vie, il va directement le foutre à terre. Il n'y a pas besoin de lancer de dés pour ça. Et donc ça, par défaut, déjà c'est compris dans un système sans lancer de dés, ce concept-là revient. On perd pas de temps à lancer des dés pour tout et n'importe quoi. Valable avec système dés et sans dés. Voilà. Ça, c'est un petit rappel de départ qui me semble important par rapport à ceci. Par contre, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a quelque chose d'important à traverser, dès qu'il y a un risque pour le personnage, ou dès que ça peut apporter quelque chose à l'histoire, un rebond dramatique, etc., là, on se retrouve face à des défis. Alors, les défis sont reliés à des seuils de difficulté, tout simplement, qu'on va essayer de dépasser grâce à une multiplication entre deux facteurs. Alors, ces deux facteurs sont l'idée du personnage, qui va être notée de 1 à 5 par le meneur. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que le personnage compte faire dans la situation de risque dans laquelle il se trouve, et comment il compte s'y prendre. Et, donc ça c'est l'idée, et de l'autre côté, on va le multiplier par l'interprétation, également noté de 1 à 5, selon ce que va en penser le meneur, et qui est là, et tout simplement l'interprétation dramatique du personnage par le joueur. Pas besoin d'être le meilleur comédien du monde, hein, si vous mettez du détail, que vous poussez la situation jusqu'au bout, jusqu'à son paroxysme, que vous essayez de trouver des solutions originales, et que même si vous jouez peut-être pas très bien comme un acteur, eh bien c'est pas grave. Le meneur va noter ça aussi en fonction de la personne qu'il a en face de lui et des efforts qu'il fait pour essayer de se sortir de cette situation. Donc il y a un boost de motivation et d'immersion dans le jeu. On va vous demander de vraiment donner ce que vous avez de meilleur, plutôt que... Ça enlève un peu de la distraction, on va dire, quoi. Ça vous oblige pas, mais ça vous encourage à donner le meilleur de vous-même autour de la table, tout simplement. Et à ça, on va également ajouter un plus 1 et plus 1 si vous avez une capacité qui correspond exactement à la situation. Par exemple, je vais encore reprendre mon exemple du garagiste, mais s'il faut réparer une bagnole en vitesse, parce qu'il faut qu'on démarre, ou mettre une grosse rustine sur quelque chose pour que ça tourne, eh bien, lui, il a fait ça toute sa vie, donc ça va aider. S'il a les bons outils pour le faire, ça peut aider aussi. Là, on mettra un plus 1 dans l'idée, et un plus 1 dans l'interprétation. Donc imaginons que le meneur pense que pour se tirer de telle situation, il se fait sa propre idée de comment est-ce que lui se sortirait de la situation. Le joueur lui fait sa propre proposition. Le meneur trouve que c'est une bonne idée, c'était même un peu mieux que ce que lui pensait. Il note 3. L'interprétation, le joueur, franchement, il a mis de la conviction dans ce qu'il faisait, c'était très bien. Le meneur décide de lui mettre 4. Ça ferait déjà 12. En ayant un seuil de difficulté moyen de 15. Ça ne suffirait pas. Le seul truc, c'est que... Donc, puisque 3 x 4, ça fait 12. Voilà. Le seul truc, c'est que notre ami, là, qui doit réparer la bagnole à toute vitesse, eh bien, c'est un garagiste. Donc, ça ferait 3 plus 1, 4, fois 4 plus 1, 5. 4 fois 5, 20. Donc, on est au-delà du seuil de difficulté de 15. On réussit à notre action. Tout ça décomposé comme ça peut paraître un petit peu mon Dieu, mais non, une fois que vous avez les tableaux et une fois que vous avez l'habitude de le faire, tout ça devient extrêmement fluide. Go with the flow, comme on dit. Donc ici, le but, c'est que ça prenne le moins de temps possible et que on ait le récit qui reste le plus fluide possible, quoi, en fait. Comme une feuille dans le vent. On fait également attention aux marges de réussite. Si vous avez largement dépassé le seuil de réussite, eh bien, il va y avoir des avantages en plus. Et si vous l'avez largement foiré, eh bien, ça va être d'autant plus désastreux. Alors, on fait toujours aussi appel à la main du destin, parce que si vous foirez quelque chose, eh bien, parfois il vaut mieux
pouvoir se rattraper. L'exemple qu'on prend habituellement dans ce genre de situation, c'est voilà, je dois sauter au-dessus d'un ravin et je me plante. Bon, ben, si jamais on se rattrape pas, ben, c'est foutu, votre personnage, vous pouvez le foutre à la poubelle. Parce que bon, se remettre d'une chute de 200 mètres, c'est un petit peu... ouais, il y a peu de chances que vous vous en remettiez. Mais, on peut faire appel à la main du destin, et à ce moment-là, on enlève un point de la tribu concernée. Ici, ce serait probablement le physique, si c'est quelqu'un de costaud, pour se rattraper par exemple à une branche au dernier moment. Hop, il le fait, il se rattrape à sa branche, mais ce n'est pas sans conséquence en général. Et voilà, il s'est peut-être un peu déchiré le muscle, etc. Mais il est vivant. Le personnage peut intervenir, faire intervenir la main du destin tant qu'il lui reste des points. Et quand il est à 0, ben là, il n'a plus assez d'énergie pour survivre à ça, et ben là, il n'aurait pas pu se retenir à la branche. Maintenant, s'il avait trouvé un autre moyen, peut-être en faisant appel à un autre attribut, il y avait peut-être encore moyen de se sauver. On récupère ces points d'attribut à la session suivante, ou si on a eu un grand moment de repos. Voilà. Là, ça, c'est les grandes lignes du système, et avec ça, vous pouvez motoriser tout ce que vous voulez dedans. Les combats sont hyper létaux, bien que, enfin, c'est hyper violent, mais comme dans la réalité, en fait. Et là, c'est pas une question de décompte de points, etc. C'est si tu n'y échappes pas, il y aura des conséquences, et il vaut mieux faire appel à ce moment-là à dépenser des points de physique pour que ce ne soit pas une blessure mortelle, etc. Donc ça calme un peu, hein. On a plutôt tendance à être furtif, à essayer d'éviter le conflit, à faire gaffe aux pièges et à être parano, surtout dans la zone, à regarder tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ça en fait qu'il faut dans ce jeu. Il faut qu'on ait cette peur quand on se balade dans la zone. Il ne faut pas se balader les mains dans les poches là-bas. Il doit y avoir ce stress pour soi et pour ses compagnons. De fait, je trouve que c'est très bien réussi et que ça laisse la place à l'inventivité du joueur, à l'inventivité également du meneur, puisqu'il doit faire preuve de pas mal de bon sens aussi par rapport à ça. Ça demande quand même une équipe aussi, il faut être de bonne foi quoi, entre vous. C'est pas une opposition meneur-joueur, c'est vraiment, ça stimule ce côté équipe, on va raconter une histoire qui nous stimule tous. Et en ça, je trouve que ça va encore dans le sens de la maturité, du réalisme de tout à l'heure, et maintenant de la fluidité. Et moi, ça me plaît beaucoup. Le système avec les dés, à mon avis, fonctionne très bien aussi pour ce que j'en ai vu. C'est classique, quoi, hein, des seuils de difficulté aussi à atteindre. Mais il y a encore ce côté hasard qui fait parfois que dans certaines situations, on peut se retrouver dans d'autres jeux avec à avoir par exemple une foudre de guerre, quoi, un type vraiment balèze qui se fait dégommer par un mec qui s'est jamais battu de sa vie et parce qu'il a fait simplement un très bon jet. Bon, ça c'est la loi de Murphy et tout ce que vous voulez, mais dans le monde réel, si un type normal se retrouve face au Major Gérald de la Légion, et qu'il ne fait pas preuve d'inventivité et de beaucoup d'inventivité pour essayer de le vaincre, il n'a absolument aucune chance. Quand quelqu'un est formé et qu'il est au combat et prêt avec vous, je prends l'exemple du combat, mais c'est valable pour d'autres compétences, donc vous savez rien faire par rapport à un pro. Je veux dire, ou comme un boxeur, son poing va traverser une armoire. Professionnelle en tout cas. Donc voilà, ça va vous pousser à trouver des trucs. Par contre, si on lui balance un peu de sable dans les yeux, s'il y a quelqu'un qui essaie de le distraire derrière, ou si il y a quelqu'un qui va l'endormir ou lui envoyer une balle dans la tronche, voilà, on rééquilibre un peu les chances. Bon là c'est très martial, mais évidemment vous l'avez compris, ça vaut pour d'autres exemples, mais c'est parce que c'est ce qui me paraît le plus clair à ce niveau-là. Évidemment, tous les systèmes ont des bugs qui sont dus au système lui-même et plus souvent au joueur ou une mauvaise interprétation du joueur ou du meneur, que ce soit avec des, sans des, etc. Après, je pense que quand ce genre de problème se pose, il faut toujours se centrer sur le fait de qu'est-ce qui est fun, marrant, juste. À partir de là, il y a toujours moyen de rééquilibrer et de se mettre d'accord et de ne pas se prendre la tête pendant la partie. On peut en discuter après, mais
On est là pour vivre une aventure, et la proposition de Stalker, ça peut pas... Faut pas qu'on sorte trop souvent du récit ou qu'on rigole comme des baleines toutes les 2 secondes. Voilà, il faut que vos persos aient peur et il faut que ça aille vite. Et de mon point de vue, c'est réussi. Ensuite, le livre nous propose des conseils aux meneurs qui me semblent tout à fait justes pour pouvoir non seulement mener de manière générale, mais également tout simplement aborder Stalker. C'est une mine d'informations intéressante. Évidemment, quand on a un peu plus d'expérience, il y a pas mal de choses qui sont déjà vues et revues, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de regards neufs sur un point ou l'autre, et je pense que c'est vraiment à mettre entre toutes les mains de jeunes meneurs qui se lancent en plus dans une aventure, dans un monde et une aventure relativement complexe. C'est pas, on n'est pas dans le grand classique non plus, même s'il y a des éléments qui peuvent revenir. Et savoir inquiéter des joueurs, c'est pas forcément facile. Tout comme savoir préparer des effets, comment scripter un peu votre scénario tout en se laissant la liberté à l'improvisation. Voilà, tout ça c'est expliqué dans le livre ensuite, et c'est de bons conseils. On fait également une liste du type de créatures et de lieux que vous pouvez rencontrer sur place, puisque c'est toute une faune, la zone. Vous avez des inorganiques, des anomalies, des mutants, des oasis, des monuments, des artefacts. Tous ces éléments-là sont expliqués dans le détail, et ma foi, avec une écriture assez agréable. C'est un livre que j'ai pris du plaisir à lire. Même si on est dans des trucs un peu glauques, un peu tristes parfois, ou qui foutent tout simplement les jetons, oui, c'est agréable. Et par rapport à des moments plus durs du quotidien, je dois avouer que j'ai pris... ça m'a détendu de lire toutes ces choses un peu angoissantes. Et là, voilà, je trouve que le travail était bien fait. Il y a des tableaux de création de personnages qui sont... de création de monstres et d'anomalies qui fonctionnent du tonnerre, parce qu'il y a quelque chose d'assez chaotique dans la création de ces monstres-là, de ces créatures-là, de ces environnements-là. Et là, vous avez vraiment la boîte à outils pour gérer tout ça et créer tout ça, que ce soit à l'avance. D'ailleurs, il conseille plutôt de préparer de grands blocs à l'avance, de grands blocs de scénario, scène 1, scène 2, on va découvrir cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là, tout en se donnant la liberté de créer des choses sur le pouce et de se laisser aller un peu à l'ici maintenant du jeu. Et c'est vraiment très cool. Il y a un mélange de classique, de PBTA, sans être l'un et l'autre complètement. C'est une création originale. Voilà. Et on est bien pris par la main. Les exemples donnent également beaucoup d'idées. Dans les niveaux scénarios, vous avez toute une petite liste de petits scénarios qui peuvent faire des superbes campagnes si on s'y attarde un peu. Vraiment, la boîte à outils. La section livre du meneur est une boîte à outils qui parlera autant aux jeunes meneurs que aux meneurs confirmés. Je ne peux que vous le conseiller, c'est très bien. On dirait qu'on approche tout doucement de la fin de la vidéo. Quoi, il va falloir que je conclue? Eh bien, oui, allons-y. Alors, Stalker. En ce qui me concerne, eh bien, c'est un bon jeu de rôle. Autant le contenu que le contenant sont de qualité, et de qualité professionnelle. Voilà, c'est beau, c'est solide, et surtout, c'est super intéressant en fait. Ça va parler aux gens qui aiment autant le post-apocalyptique
que l'horreur, que la science-fiction. Ça m'a permis de découvrir les frères Strugatsky que je ne connaissais pas du tout et qui sont visiblement eh bien, des incontournables du genre, et je suis assez impatient de me procurer le roman, tout simplement pour le lire quelque part. Ça fait une extension de qualité pour le jeu et pour un peu se plonger dedans, donc ça je ne peux que vous le conseiller, comme toute littérature de science-fiction de qualité. D'ailleurs, c'est un univers qui a été qui a été décliné avec d'autres médias, hein, puisque Stalker c'est aussi du jeu vidéo, et c'est aussi du cinéma, il y a aussi eu des films. Donc il y a de la matière pour s'inspirer déjà, il y a moyen de la matière pour s'inspirer et pour se cultiver, ce qui est plutôt bien. Et un autre truc qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que contrairement à d'autres jeux de rôle qui font honneur à une œuvre littéraire, ici vous n'êtes pas bloqué par l'œuvre littéraire. Au contraire, elle va vous aider à vous donner des idées. Par exemple, si on joue à Stormbringer ou Elric ou un autre de ses dérivés, une autre de ses éditions, il y a toujours ce problème de si je croise Elric, s'il se passe ici un problème avec Elric, que on le tue même, ce qui serait fort peu probable, mais imaginons voilà qu'en gros on brise un des codes de l'univers, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est encore en train de jouer Elric ou pas? Tandis qu'ici, ben non, la zone sera toujours la zone, parce que la zone change tout le temps. La zone n'est pas constante, donc il n'y a pas moyen de trahir l'auteur. Et c'est ça qui est plutôt fort là-dedans, et qui est assez stimulant, quoi, parce que quelque part, c'est comme si on amenait à chaque partie un supplément, un monde parallèle, on va dire, à l'œuvre originale, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez excitant, ce petit côté créatif en plus qu'on pourrait... qui dépasse même un peu le jeu, si on a envie de se prendre un petit peu la tête là-dessus, quoi. Mais voilà, et ça, je trouve ça très intéressant. Le livre est vraiment bien écrit, hein, c'est aéré, c'est agréable à lire. Bon, ok, c'est des trucs un peu angoissants et ça rigole pas, hein, cet univers-là. Mais franchement, j'ai pas été dans une période de super chance en ce moment. Et ça a été des sacrés moments de respiration de pouvoir lire ce livre, même si la thématique est pas toujours drôle. Et autre petit coup de génie à ce moment-là, que j'ai envie de dire, qui est un truc tout con, tout simple. Et ça, c'est un truc qui revient souvent dans le jeu, c'est des petits rappels de trucs tout simples, mais qui changent votre façon de jouer. C'est tout simplement d'avoir considéré que voilà, l'événement de la visite s'est passé il y a 13 ans et le jeu se passe maintenant. Donc vous pouvez intégrer tout ce qui se passe aujourd'hui, et Dieu sait qu'il se passe des choses, hein, aujourd'hui au niveau de l'actualité dans l'univers. Et je dirais même jusqu'à dire que là, ces 2-3 dernières années, on a fait un upgrade au niveau côté glauque du jeu, hein, parce que il y a certes la zone, hein, qui est vraiment une espèce d'enfer vivant, mais il y a aussi notre société actuelle qui est un peu... qui pose quand même question. Et d'ailleurs, je me dis même que comme piste de scénario, est-ce qu'il n'y aurait même pas certaines personnes qui seraient capables d'aller se réfugier dans la zone? Parce que ça fait peur aux États d'aller faire un tour là-bas. Et voilà, et c'est vraiment... voilà, c'est tout con, c'est une option à choisir, mais... Et voilà, ils l'ont fait, et moi je trouve que ça apporte beaucoup de choses. En tout cas, je trouve ça très inspirant pour les scénarios à venir. Au niveau... d'ailleurs, quand on parle scénario, donc dans le livre, il y a aussi 2 scénarios de base, enfin un scénario pour 2 zones qui sont présentées dedans. Donc il y aura Toulouse, en France, c'est là que se passera le scénario. Il a été écrit par Ville Viruola, donc l'auteur Ville Viruola, l'auteur original du jeu. Et le scénar est très bien pour aussi bien une table de débutants que de joueurs plus experts. Il y aura peut-être quelques petites modifications à faire pour des experts pour que ce soit encore pire. Après,
se pose évidemment la question de la létalité, parce que pour moi, la zone, si on y va, ça ne doit pas être anecdotique. Il ne faut pas qu'au bout de plusieurs sessions, les joueurs y retournent les mains dans les poches, même quand ils ont de l'expérience. Et c'est là que se pose pour moi, ça peut-être... Là, c'est une question, c'est pas un truc négatif, mais c'est plutôt le niveau de létalité du jeu. Parce que j'ai déjà vécu sur Vermine avec un meneur de jeu très moyen qui avait bien compris le niveau de danger de l'univers proposé, et on s'est retrouvé à perdre nos personnages à quasiment chaque partie. Et en même temps, s'il l'avait pas fait, on n'aurait pas été aussi méfiant dans les parties suivantes. Donc quelque part, il n'a pas complètement raté son coup, mais c'est juste qu'on est mort tellement de fois qu'on n'a plus eu envie d'y jouer au bout d'un moment. Et c'est là que je me pose la question, c'est que dans la présentation du jeu, la zone est extrêmement dangereuse, et vos joueurs vont vraiment être mis à mal. Mais s'il n'y a que les joueurs et que vous n'avez pas quelques figurants avec vous, euh, ils vont pas pouvoir jouer longtemps, parce que s'ils meurent pas, il va y avoir des handicaps, il va y avoir des gens qui vont devenir débiles profonds, il va y avoir des gens qui vont muter et tout. Donc c'est une zone où on est plutôt sur du court terme, on va dire, au niveau équipe. Et pourtant, je trouve que c'est un jeu qui gagne à se développer en campagne. Alors, puisque les relations entre personnages et autres sont assez importantes, j'ai la sensation que y a une piste à chercher autour de cette petite réflexion, qui est simplement que la zone est un personnage de l'univers, mais il n'est pas le personnage principal de l'univers. Ce sont vos joueurs qui restent les personnages principaux. C'est-à-dire que la zone, elle est là, mais il y a des scénarios qui peuvent se passer aussi dans l'avant-zone, des scénarios qui se passent aussi en ville. Vous devez échapper aux autorités, à l'institut, il y a des choses à préparer, il y a des alliances à faire avec des criminels, des alliances à faire avec des gens qui vont vous permettre de refourguer votre matériel, il y a des conséquences aux choses que vous allez ramener avec vous de la zone. Et voilà, mais il faut garder conscience que ça reste un lieu très dangereux. Là, je ne dirais pas que c'est un défaut, c'est juste un questionnement que j'ai actuellement avant de me lancer dans mon actual play de Stalker. C'est bien, quelque part, parce que c'est stimulant, ça me fait poser des questions là-dessus et de voir comment aborder ça avec les joueurs. Et je pense que ça va être plutôt cool au niveau de la création de personnages et des enjeux qu'on va mettre déjà au départ. Et donc, comme voilà, il y aura sûrement d'autres zones. Donc, il y a 4 autres zones qui n'ont pas encore été présentées dans le livre. Donc, je suppose qu'il y aura, et c'est prévu, des extensions qui vont parler de ces zones-là et des extensions d'aventure. Je pense que c'est une gamme à suivre. En plus, elle n'est pas très chère, parce que pour un livre de base, ben voilà, on est dans la moyenne. Hein, c'est 44,90 €. Voilà. Quand je vois la qualité du travail réalisé, ça mérite. Je pense que la loutre rôliste mérite d'être suivie. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour les bons rapports qu'on a établis là-dessus. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment... on m'a envoyé le jeu parce que je suis un passionné, n'est-ce pas? Et qu'ils auraient bien aimé que j'en parle, et j'en parle en toute liberté. De fait, voilà, moi c'est une bonne surprise. Mon seul, et là oui, ça c'est mon petit point noir, mais c'est un point noir qui revient très régulièrement avec les jeux de rôle français, c'est la présence quand même d'un certain nombre de coquilles. Ici, je ne me suis pas tapé la tête contre les murs avec du sang qui coulait de mes yeux. C'est vraiment occasionnellement, de ci, de là, il manque un mot, il y a une petite faute d'orthographe ou quoi. Mais il y a un travail de relecture qui aurait dû encore être fait une fois, à mon avis, parce qu'il restait quand même des éléments qui peuvent poser problème. Ce n'est pas... voilà, c'est pas le truc qui domine, mais il faut bien quand même à un moment trouver quelque chose de négatif, hein, parce que rien n'est parfait. Mais voilà, en tout cas ça n'a pas vraiment gêné ma lecture.
Et j'espère bientôt vous montrer de nouvelles aventures sur la chaîne avec mon groupe de joueurs autour de Stalker. Merci, un grand merci à Christophe Desnouveaux qui m'a contacté pour m'envoyer ce matériel. Et qui est Monsieur Loutre, Monsieur de la Loutre Rôliste, qui a été très compréhensif et avec lequel on a pu avoir des communications assez fluides et sympathiques. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'encore faire des choses ensemble. Autre petite chose que je vais vous montrer là comme ça, je me téléporte et hop là, et je reviens. Il y a également un superbe, je crois qu'on peut le dire, écran de meneur de jeu qui semble montrer la zone. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est du cartonné, c'est du solide. C'est ce type de format. Vous voyez, ça ne cache pas votre meneur derrière complètement. On peut encore communiquer puisque c'est quand même un peu ça le but aussi dans les jeux de société. Il est très complet, tous les tableaux dont vous avez besoin sont dedans et il y a des petites pages supplémentaires avec des PNJ et des résumés, des liens entre capacités et attributs. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures autour d'autres jeux. Je vais reprendre ce type de vidéo un peu plus longue qui parle autant de jeux de rôle que de jeux de société. De toute façon, on continue sur la chaîne. Merci à tous ceux qui nous suivent encore depuis un moment avec ma chaîne que tout le monde ne comprend pas pourquoi il n'y a pas assez de vues. Moi-même, je ne comprends pas non plus, mais j'espère que si vous faites partie de ces gens-là, n'hésitez pas à en parler de la chaîne autour de vous, parce que en fait, plus on a de gens, plus je débloque des options sur YouTube et plus je peux communiquer facilement avec vous et faire de nouvelles choses. Et en plus, je dois vous avouer, c'est quand même un petit peu motivant. Je me revois dans ma toute première vidéo en train de dire oui, on s'en fout des vues. Et ben en fait, c'est faux parce que sur YouTube, si on n'a pas de vues, eh bien on n'est plus du tout mis en avant. Et en plus, maintenant, ils nous enlèvent des options pour pouvoir créer. Donc, allez-y, faites-vous plaisir et faites découvrir si cette vidéo vous a plu. Merci encore à la Loutre Rôliste et à très 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 bientôt. Et je voulais dire aussi un grand merci à Tania Sanchez-Fortin et Mathieu Chevalier de m'avoir permis d'utiliser leur trailer, leur bande-annonce qui, d'habitude je fais les bandes-annonces moi-même, mais ici ça résume tellement bien le truc que voilà, j'avais envie de la mettre. A bientôt les amis, ciao.